J'ai toujours pensé qu'il n'existait pas une réalité, un chemin, une histoire, mais des réalités, des chemins et des histoires propres à chacun. Là où tu vois une colline, un autre voit une montagne. Là où tu vois une montagne, un autre voit une colline. Nos histoires sont faites de décisions, de victoires, de déceptions et bien plus encore. Alors, c'est quoi ton histoire ? Ce n'est pas parce qu'on ne dit pas la même chose qu'on ne peut pas se comprendre. Tout commence par un échange. Puis vient l'inspiration, l'identification, la prise de conscience et l'évolution. Et maintenant, découvrons ensemble chaque histoire. Bah écoute Guillaume, je suis très content de t'accueillir dans Alors c'est quoi ton histoire ? Merci Durcia pour l'invitation. Avec plaisir, parce que j'ai vu passer ton contenu, il y a Ludovic aussi qui est passé, mise en contact à 2 reprises, prise de contact d'abord moi vers toi, puis ensuite Ludovic qui nous met en contact de manière totalement hasardeuse. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie. N'est-ce pas ? Regarde, on est là. C'est ça. Donc c'est super. Merci beaucoup d'être venu et je suis très content de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Avec grand plaisir. Magnifique. J'espère que je vais pas me faire triturer le cerveau. Non, tout va bien se passer. La neuroscience. Oh là là. Les gens ils vont se demander mais qu'est-ce qu'il fait Guillaume avec un professeur de neurosciences il est là pour faire étudier son cerveau. Moi je vais étudier le cerveau des élèves maintenant et décortiquer. Exactement. Guillaume, avant de commencer, on va faire un petit clap pour pouvoir synchroniser tout, mais c'est devenu aussi une sorte de DA pour le podcast. Okay. Tu veux, on le fait ensemble, et ça nous met aussi à l'épreuve sur notre synchronicité. Ça marche. Ok. 1, 2, 3. Clap. Oh wow. Yeah, ça c'est du clap à l'américaine. On adore. C'est ça. Première question pour toi. Oui. Guillaume, à laquelle je viens déjà tout juste de répondre, ton prénom. Guillaume. Guillaume le cantinier d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Au départ, j'ai même cru que c'était ton nom de famille. Et alors, t'es pas la première personne qui me demande, mais c'est vraiment le cantinier votre nom de famille ? Non. Non. J'avais pas un prénom prédestiné, c'est Delso mon nom de famille. Delso. Ouais, D-E-L-S-A-U-X. Voilà, les gens disent Delzo souvent. Ah ouais ? Ouais, la liaison des consonnes. Ouais. Ton âge aujourd'hui ? 45 ans. 45 enfin, je vais plus sur mes 46 là. Bientôt l'anniversaire. 1980. Et ton métier ? Donc je suis cuisinier en restauration scolaire. D'accord. Et depuis combien de temps alors tu fais ça ? Je fais ça depuis 2014. Et la cuisine, je fais ça depuis que je suis tout jeune. Wow. Et on va même s'aventurer justement dans la naissance de ce métier que tu fais bien dans sûr. la cuisine, d'où ça t'est venu, etc. Mais aujourd'hui, tu travailles au collège, c'est ça hein ? C'est ça, je travaille en restauration scolaire. Et c'est vrai que c'est un plaisir de pouvoir servir les élèves comme ça au quotidien et de pouvoir faire à manger pour eux. C'est un monde que moi j'ai découvert il y a quelques années. J'y suis arrivé un petit peu par hasard, mais comme on dit, il n'y a pas de hasard. Mais je voulais vraiment profiter de ma vie familiale à l'époque et je travaillais tous les week-ends, le matin, le soir. Et ça a été une opportunité pour moi de profiter de cette vie familiale. Et en même temps, j'ai redécouvert un métier que je connaissais pas forcément. Et comment tu l'as découvert alors ? J'ai eu l'occasion de postuler dans un restaurant scolaire à l'époque et j'ai été pris tout de suite. Et après, ce qui fait peur un petit peu quand on est cuisinier dans les petits restaurants comme ça, c'est les quantités qui sont démultipliées, mais en gros, on fait le même métier. C'est le même métier, mais en XXL, quoi. Parce que quand je vois certaines de tes vidéos, tu fais une omelette, notamment la dernière que j'ai vue là, c'est une énorme omelette. On se demande comment tu fais pour faire ça, tu vois. C'est comme dans une poêle à la maison, quoi. C'est la même chose, hein, c'est le même principe. Hein. Parce que là, c'est juste que le matériel est surdimensionné, quoi. Le truc, ça fait ta taille, tu pourrais même rentrer dedans, mais c'est fou. C'est ça. Fou. Et justement, pour comprendre un petit peu ce que toi tu veux apporter aujourd'hui, même dans le milieu de la restauration scolaire, parce que tu as dit que tu t'es aussi cherché, tu as voulu trouver un métier dans lequel tu pouvais consacrer du temps pour ta famille, pour toi, etc. Pour comprendre justement ce que tu fais aujourd'hui, j'aime bien comprendre d'où les gens viennent
pour justement essayer de retracer un chemin et voir justement ce qui les porte aujourd'hui, ce qu'ils veulent apporter au monde. Donc, pour ça, là, c'est le neuroscientifique qui parle. Finalement. J'ai remis ma casquette de neuroscientifique. Donc, pour ça, j'ai une petite question pour toi. Oui. Guillaume, alors, c'est quoi ton histoire ? Alors, mon histoire, c'est au départ, je suis né. Oh, ouais, incroyable. Hein. Incroyable. On commence à quel âge? T'es né où? Je suis né à Saint-Quentin, en Picardie. Donc vraiment, j'ai des origines picardes, mais ça a duré très peu de temps parce qu'après mes parents ont déménagé dans la région nantaise. Donc j'ai vécu toute mon enfance à Nantes. Et j'ai de la famille. Mes grands-parents étaient de Calais, dans le Nord. Donc voilà, j'ai une accroche un petit peu dans le nord de la France, sans l'accent. C'est vrai que tu l'as pas là. Ouais. Et ouais, je me souviens déjà avec mes parents cuisinaient beaucoup. Et à l'école aussi, on faisait des gâteaux à l'école, je me souviens. Ah ouais? Ouais, à l'école, on faisait des petits ateliers de cuisine. Et ouais, j'ai le souvenir du... moi, ma Madeleine de Proust avec mes parents, c'était le gâteau yaourt. Oui. Ouais, mais j'en fais toujours des gâteaux yaourt. Hein. Franchement, il n'y a pas plus simple et il n'y a pas meilleur. Valeur sûre. Une valeur sûre, ouais, vraiment, franchement, une valeur sûre. On a toujours un yaourt qui traîne dans le frigo. Et mes grands-parents de Calais, ils étaient en autosuffisance au niveau du potager. Ils avaient un potager dans les jardins ouvriers. Ça se faisait, ça vient du Nord, les jardins ouvriers, les jardins partagés comme ça. Et dans la réserve de mes grands-parents, il y avait toujours des bocaux de haricots, des bocaux de petits pois, des bocaux de carottes, des sauces tomates. Non, mais on mangeait incroyablement bien chez ma grand-mère qui cuisinait incroyablement bien. Et du coup, c'est peut-être tout ça qui m'a donné envie d'être cuisinier. Ouais. Ah ouais. On me demande souvent, tu mangeais à la cantine quand t'étais petit? Eh ben non. Ah ouais. Bah non, j'habitais à côté de l'école. Donc je rentrais tous les midis manger chez ma maman qui était assistante maternelle à l'époque. Donc c'était une mini cantine à la maison. Et de toute façon, on a tous un rattachement à la nourriture. De près ou de loin, de toute façon. Ouais. C'est un peu la base de... pour vivre, faut manger, faut boire. Donc forcément... Mais c'est vrai qu'encore, je me souviens... maintenant, c'est un petit peu, les mentalités ont un petit peu évolué par rapport à ça. On fait rarement entrée, plat, fromage, dessert à la maison. Mais chez mes parents, il y avait ça, Il y avait toujours une petite crudité. Et tout ça, du coup, ça m'a amené... il fallait choisir un métier. C'est ça. Enfin, on avait déjà vers 14-15 ans, on nous parlait alors qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Moi, je rêvais d'être pilote d'avion, quoi. À 12 ans, quoi. On rêvait tous d'être pilote d'avion, je sais pas pourquoi, ou pompier, ou... L'air. L'air, je sais pas. L'air, la liberté. La pollution. La pollution. On voulait polluer la planète, finalement. C'est ça. Et on parlait beaucoup de chômage à l'époque. Enfin, c'était vraiment un sujet récurrent. Et j'avais été dans un salon, j'étais en troisième, un salon d'orientation. D'accord. Moi, ça se fait toujours les salons d'orientation. Et je suis tombé sur le stand d'une école hôtelière. Et je me suis intéressé naturellement. Et là, on m'a fait une promesse. Sur... à ce moment-là, je ne sais pas si c'était exactement au moment du salon, mais en tout cas, dans cette courte période, on m'a dit, si tu choisis ce métier, les métiers de la restauration, hôtellerie, service, cuisine, tu ne seras jamais au chômage. Et c'était vrai. Non, mais c'est vrai. C'était, et du coup, moi, vu que je m'intéressais à la cuisine, du coup, ça s'est fait naturellement. Je suis parti dans ces études-là. Ouais. Et comment ça se passe, ces études-là, à ce moment-là? Ces études, donc, fallait rentrer au lycée hôtelier et fallait un bon dossier, déjà. Il y avait pas tout le monde ne pouvait pas faire le lycée hôtelier. Il fallait quand même avoir un bon dossier, c'est-à-dire être
avoir un bon comportement, être respectueux. Fallait pas forcément avoir des super notes parce que moi, j'étais un élève, on va dire, normal. J'étais pas le premier de la classe, j'étais pas le dernier, j'étais dans la moyenne. Mais je me souviens, il y avait eu un entretien, comme un job pour rentrer à l'école hôtelière. Ah ouais. Ouais, avec. Ouais. Et du coup, j'ai fait un bac hôtellerie, restauration, hôtellerie. C'était quoi, un BTH à l'époque. Bac techno hôtellerie, restauration. Et dans ce lycée qui faisait général et côté hôtellerie, quand on était dans la partie de l'hôtellerie, fallait se mettre en costume. Ouais. Il fallait acheter un costume. et je me souviens de ces allers-retours. J'étais à 1 heure en transport du lycée. Et je me baladais en costume dans les transports. Waouh. Au départ, ça fait bizarre. Et puis à la fin, on se dit, putain, c'est quand même un petit peu classe. Ouais. Mais on ressemblait à rien dans nos costumes. Ils étaient mal taillés. C'était pas du sur-mesure. Non, c'était pas du sur-mesure. Il y avait l'investissement sur la mallette à couteau, la tenue de cuisinier, tout ça. C'est des souvenirs assez intenses. Et les premiers stages, les premiers extras dans les restaurants. Et comment tu te sens à ce moment-là dans cet environnement que tu découvres ? Plutôt bien. Et je dois dire que la cuisine, c'est pas venu. Enfin, c'était un bac vraiment polyvalent. On voyait tout service. On apprenait à faire des lits. On apprenait à la réception, la découverte des vins, la cuisine. Donc, j'ai vraiment découvert tous ces métiers. C'est passé par 2 stages différents. Il y avait eu un premier stage dans un hôtel dans le Morbihan. Une catastrophe. Ah ouais. Je me suis retrouvé 2 mois en service. Donc, il y avait le premier stage, c'était service d'été. À l'époque, on faisait des stages d'été encore. Ça durait 2 mois. Et c'était un enfer. J'avais cassé 1 tonne de verre. C'était vraiment un enfer. Et le deuxième stage, c'était cuisine. Là, ça s'est mieux passé. Et puis après, le bac est venu. Mais alors, j'ai une anecdote sur mon premier stage. Mais vraiment, le stage, le patron était infernal. J'étais au milieu de nulle part. C'était à Pénétin. Je connaissais personne. Si j'avais... Non, même pas, j'avais une cousine qui était là-bas en vacances. Donc, des fois, j'allais la voir. Mais quand tu te retrouves tout seul comme ça, à 15 ans et demi, j'allais avoir 16 ans, je sais plus. Et le dernier jour de mon stage, je reçois un appel. Bonjour Guillaume, t'as gagné. J'avais participé à un concours XL le magazine. T'as gagné 1 semaine, tout frais payé au festival du film américain de Deauville. Waouh. Je me suis retrouvé à Deauville pendant 1 semaine. C'était juste incroyable. Mais c'est des souvenirs comme ça qui marquent. Un beau souvenir finalement. Un beau souvenir. Qui a compensé ce stage catastrophique. Il y a du karma là. Il y a un truc là. C'est parce que quand il se passe quelque chose de bien ou de mal, il se passe quelque chose après de. Il faut contrebalancer. Il faut contrebalancer. C'était juste fou. Et puis après, l'obtention du bac, les premiers jobs. Et qu'est-ce qui était compliqué selon toi dans ce stage-là ? Est-ce que c'était justement la découverte de cet environnement, le métier, le stress de vouloir bien faire ? C'est le stress. C'est quand t'es jeune, t'es pas forcément sûr de toi. Moi, je sais que j'étais très timide à l'époque, très très timide. Et le regard des clients, le regard des collègues, tout ça. Quand on est jeune, c'est compliqué. Il faut. Et j'ai fait un truc qui m'a vraiment aidé au lycée. J'ai pris l'option. Non, c'était pas l'option, c'était un atelier théâtre. D'accord. C'était en première, je crois. Là, ça m'a. Ça t'a débloqué. Le théâtre, quand tu te retrouves à revisiter Chantons sous la pluie devant 500 lycéens. Ça fait forcément ça te met dans le bain. Te met dans le bain et puis du coup tu te préoccupes pas trop du regard des autres. Donc D'ailleurs je me posais une question parce que t'es pas la première personne à me parler de ça, même dans la rue certaines personnes m'en parlent, me disent que pour pouvoir me débloquer j'ai dû faire du théâtre et ça m'a vachement aidé. Qu'est-ce qui se passe alors dans le théâtre pour toi, dans ton cas? Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans le théâtre qui a fait que
tu te découvres comme ça et que tu te dévoiles cet aspect moins timide. Non, mais pour moi, on devrait faire des cours de théâtre. Enfin, je trouve que en fait, le théâtre, on apprend à être quelqu'un d'autre. On apprend à être quelqu'un d'autre, on apprend du texte et on apprend à jouer des émotions. Enfin, c'est tout ça. Après, je pense que c'est inconscient parce que sur le moment, je m'en suis pas forcément rendu compte. Ouais. Et après, j'ai complètement arrêté le théâtre. J'ai repris, quand j'ai commencé la restauration scolaire, je me suis remis au théâtre parce que dans notre secteur, il y a plein de petites troupes amateurs comme ça. Donc, une fois par an, on fait une pièce de théâtre. Et ouais, ça... Ouais, c'est cool. Franchement... ouais, c'est une passion, le théâtre aussi. Ouais. C'est une deuxième passion, le théâtre. C'est pour ça, les vidéos aussi, ça doit venir de là. Ouais, on en parlera après, mais il y a un lien. Il y a un lien, ouais, clairement. Ouais. Parce que les premières fois que tu montes sur scène, avec encore ton ancienne, on va dire, ce caractère timide, ça doit être une épreuve. Pas tant que ça m'a pas. Non, justement, non. Ah ouais? Non, ça, je trouve que ça fait vraiment un déclic. Et quand j'entends les acteurs, souvent ils parlent de leur jeunesse, comment ça s'est passé, et souvent on se rend compte que c'était des grands timides. Donc c'est un moyen d'expression, c'est un moyen de sociabilisation. On rencontre des gens qu'on n'aurait pas forcément l'habitude de rencontrer. Aborder des gens comme ça dans la rue, c'est pas simple. Au théâtre, c'est carrément plus facile. Est-ce que c'est parce que tu te sens dans un cadre Ouais, on est dans un cadre, on est tous au même niveau, on est tous là pour la même chose, on a tous la même envie, c'est de monter sur les planches et de baller sans texte. C'est ça, sans filtre. Enfin, Et quand donc là, tu te découvres cette nouvelle caractéristique, en tout cas un peu moins timide, où tu peux un petit peu plus te dévoiler. Tu passes sur un autre stage qui se passe mieux. Qui se passe un peu mieux, en cuisine, ça s'est un peu mieux passé. Le deuxième, et alors le troisième, je suis parti, c'était la fin, j'avais fait une année de BTS. Donc on a eu un stage de 4 mois après à Montpellier. Où là, c'était incroyable, on était dans un hôtel en plein centre de Montpellier. Il y avait une team, on était plein de stagiaires. Non, mais c'était fou. Puis la restauration, ce milieu-là, on rencontre des belles personnes, quoi. Moi, j'ai eu la chance, en tout cas, de rencontrer des belles personnes et j'ai pas eu à part mon premier stage où c'était vraiment une très mauvaise expérience. Sinon, on rencontre des gens qui sont toujours pas très sympas, mais on fait vite la part des choses et on se concentre sur ceux qui le sont un peu plus. Parce que justement, c'est un petit peu l'image qu'on voit, que ce soit à la télé ou même des personnes qu'on peut connaître, en tout cas dans mon cas, qui travaillent dans la restauration, justement que c'est un milieu assez compliqué où il y a cette hiérarchie. Avec les chefs qui sont en cuisine, et quand tu commences, la manière de parler, on le voit aussi à la télé, parfois mais ça c'est sûr, qui est très direct, très abrupt. Alors moi, c'est vrai que j'ai pas fréquenté du tout le monde de la gastronomie, la restauration étoilée, la restauration prestigieuse. C'est vraiment quelque chose que j'ai pas. Je l'ai un peu côtoyé en Angleterre. J'avais fait 6 mois en Angleterre dans un bon 4 étoiles en pleine campagne en Angleterre vers Broadway. C'est un petit village qui s'appelait Broadway, près de Stratford, le pays de Shakespeare. Et c'est ma seule expérience en restauration. Oui, parce qu'ils cuisinent bien en Angleterre. J'ai envie de défendre ce pays. Il y a des lieux où franchement, il y a une culture de la gastronomie qui est vraiment très sympa. Et j'ai eu une très bonne expérience. Je parlais pas beaucoup anglais et j'ai appris aussi des choses en Angleterre. Wow. Comme le breakfast anglais, pour moi, c'est quelque chose maintenant quand j'ai l'occasion d'aller à l'hôtel, je prends des œufs brouillés, quoi. Le bacon, mais là-bas, le bacon est encore meilleur, les œufs brouillés, ils sont trop bons. Donc, l'Angleterre, ça m'a apporté aussi quelque chose, Et là, parce que tu fais un métier où tu rencontres, tu côtoies des humains. Qu'est-ce que ça t'apporte ? C'est
ces rencontres, le fait de côtoyer des humains, des personnes que tu n'aurais pas rencontrées ailleurs, qu'est-ce que ça t'apporte tout ça? Ça apporte de la richesse. On apprend toujours des autres. Et c'est vrai qu'on rencontre, tu vois, là aujourd'hui, on se rencontre, quoi, tu vois, on rencontre. Non, mais c'est vrai, on rencontre les stagiaires qui sont là, qui sont en école de communication. Alima, Grace. Non, mais voilà, c'est ça. Non, mais on a tout au long de notre vie, en fait, on rencontre des gens et je pense qu'on saisit pas l'opportunité des fois des rencontres. C'est dommage. On passe à côté de choses et moi, j'essaye de pas passer à côté de belles rencontres. Ouais. Ouais. Tu continues sur ta trajectoire, tu fais ces stages, puis comment ça se passe à un moment donné où tu te dis, OK, c'est ça le métier que je veux faire, je veux continuer là-dedans? Oui, jusqu'au dernier stage à Montpellier, donc on faisait de la cuisine, on faisait du service, on était vraiment polyvalent. Et j'abandonne mon BTS parce que au niveau scolaire, c'était trop pour moi. Enfin... Oh, la compta. La compta. Les lignes de... Je sais plus trop quoi. Là. Les lignes de compte, là. Fallait un débit, un crédit, la balance commerciale, tout ça. Une horreur. Ouais. Et non. Et puis, c'était une époque aussi, on faisait beaucoup la fête avec les copains le week-end. Je faisais aussi beaucoup d'extras dans les restaurants nantais. Et je me suis dit, vas-y, c'est bon, maintenant, faut bosser, quoi. Donc, j'ai pas mal bossé... encore polyvalent, une bonne année où j'ai fait du service, pas mal de traiteurs. Et je tombe... Alors, attends. Parce que là, je me mélange les pinceaux, du coup. Mais après ce BTS que j'abandonne, mes parents étaient très déçus quand même. Ah oui. Et j'avais quand même dans l'idée de faire cuisine. Plutôt, parce que ça commençait vraiment à m'intéresser et je candidate pour un CAP BEP en 1 an, en apprentissage. Et je postule dans un restaurant des bords de Loire. Et là, je passe 1 année en apprentissage avec un chef incroyable. Wow. Incroyable. Ah ouais. J'ai franchement... on faisait tout maison... C'était traditionnel, mais c'était un décor, c'était un château de la Loire, mais c'était assez kitsch, des rideaux rouges, des belles tables. Mais c'était pas gastro, mais quand même, c'était vraiment une petite cuisine. J'ai passé une super année, j'ai eu mon BAP CEP, et puis là, je me suis lancé dans la cuisine. Je me suis lancé dans la cuisine. Et malheureusement, cette première année d'expérience vraiment au travail, je suis pas tombé dans des restaurants top. Et 6 mois plus tard, des fois, on se dit pourquoi. Et je tombe dans un petit restaurant ouvrier en semaine, traditionnel le week-end, et je tombe avec un chef, ça a duré 2 mois. Et il faisait des menus ouvriers à 8 ou 10 balles, mais il faisait tout lui-même. Ah ouais. Et il m'a vraiment donné goût à la cuisine. Ah ouais. Lui, je m'en souviens. Et il m'a dit cette phrase. Il m'a dit va pas forcément là où ça brille. C'est pas forcément là où ça brille que tu trouveras le meilleur. Et en effet, là, on n'était pas dans un endroit où ça brillait. C'était très bien, mais c'était pas luxueux. C'était pas étincelant. Et ça a dirigé un petit peu mon parcours après et mes choix. Ouais. Wow. Parce que des fois, tu fais des rencontres, tu as des propositions, et puis tu pourrais te dire, ouais, si ça se trouve, c'est pas terrible. Quand on voit, faut pas se fier, c'est pas l'habit qui fait le moine, quoi. Totalement. Ouais. Et qu'est-ce que ça te pousse à faire comme choix au moment où tu as cette phrase en tête, et même plus tard, pour ton parcours après, entre-temps, je rencontre mon épouse, ma future épouse. Et je la suis à Strasbourg pendant 3 ans, où elle fait ses études là-bas. Et donc, je mène une vie d'étudiant, mais pas d'étudiant, parce que moi, j'étudie plus, mais je fais beaucoup de... Voilà, je fais énormément de... Parce qu'en fait, le bon moyen pour jamais être au chômage, c'est de se mettre en intérim. À un moment donné, tu as toujours du travail, tout le temps. J'ai travaillé au Parlement européen. Là-bas, j'ai fait plein de boîtes à Strasbourg, c'était juste incroyable.
Et après ces 3 années, on décide de s'installer en campagne, en province, parce que la grande ville, ça nous intéressait plus. Et même pour notre vie, pour investir, pour avoir une maison, c'était beaucoup plus abordable. Ouais. Et quand j'arrive dans cette petite ville à Bressuire en 2005, et là, je t'ai dit tout à l'heure, on connaîtra jamais le chômage. Donc, j'arrive à Bressuire, 20 000 habitants, pas un boulot en cuisine. Wow. 0, pas une offre, rien du tout. Non, on m'avait dit on m'avait fait une on promesse, m'avait dit, les gars, on m'avait dit, je serai jamais au chômage. Ouais. C'est quoi ce bordel? Je comprends pas. C'est ça. Démerdez-vous, faites un poste. Donc, moi, ayant cette mentalité de jamais être au chômage, tu vois, j'aurais pu peut-être rester au chômage 2-3 mois, tout ça. Non. J'ai bossé à Leclerc. Pardon, j'ai bossé dans une grande surface. J'ai bossé dans une grande surface à la mise en rayon des conserves. Un enfer. Un enfer, mais tous les gens qui mettent en rayon, qui font des beaux facings et tout, mais vous avez un courage. Mais c'est militaire, je dirais. Ouais. C'est... Bon, heureusement, ça a duré que 2 mois parce que bon, c'était pas mon métier. Et puis, au niveau du maniement des transpalettes, c'était compliqué. Des monts de charge. Non, mais j'en ai fait tomber des boîtes de conserve. Et ouais, quelques mois plus tard, il y a un poste de chef qui s'est ouvert dans un restaurant en pleine campagne. Et c'est là que je me suis rappelé de cette phrase. Un restaurant, mais vraiment au bord de la route, perdu dans les bois, qui s'appelait le Bois Joli. Ça payait vraiment pas de mine. Ouais. Et c'est là que j'ai repensé à cette phrase de ce chef qui m'a dit « Mais va pas là, forcément, Sabri, je l'ai écouté. » Et j'ai passé 7 années vraiment extraordinaires dans ce restaurant. Un petit restaurant. On avait tous les week-ends, on changeait nos tardoises. Et tous les jours en semaine... on avait des ouvriers, des gens qui travaillaient dans le secteur qui venaient chez nous. Et ouais, c'était vraiment... c'était la cantine du coin, quoi. Ouais. Et là, ça accueillait tout le monde, les enfants comme les adultes, avant que ça arrive dans le cadre plus scolaire. Ouais, c'est ça. Même avant d'arriver là, tu as dit tout à l'heure que quand tu as arrêté ton BTS, c'est ça? Tes parents étaient déçus. Ouais, parce que c'est toujours... je pense que pour des parents, c'est décevant quand il y a comme ça... on prévoit de faire quelque chose. Un BTS, c'est quand même un bagage supplémentaire. Et ouais, ils étaient un petit peu déçus, mais après, ils se sont vite rendus compte et puis ils ont bien vu que... C'est pour ça, souvent, on laisse... Enfin, je sais pas, l'éducation, chacun voit midi à sa porte, mais... ouais, c'est pas évident, mais faut laisser faire des choix qui sont pas forcément évidents au départ. Franchement, tous les gens qui prennent des voies, combien de personnes j'ai entendu. Enfin, ouais, mes parents ils m'ont laissé monter à Paris, je rêvais de faire du théâtre, tout ça. Non, mais c'est vrai, tous les parents n'acceptent pas ça, quoi. Non. Et en plus, faut avoir le courage de le faire aussi, quoi. Donc après, c'est voilà. Des fois, il y a des situations, on n'est pas souvent tout le temps maître de soi. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé justement à faire ce choix-là, malgré la déception qu'il pouvait y avoir par rapport je me rendais bien compte que le scolaire, j'étais arrivé au bout, quoi. J'étais arrivé au bout de mon parcours vraiment scolaire et que je voulais vraiment mettre un pied dans le métier. Ouais. Et puis commencer aussi à gagner de l'argent. Ouais. Oui, c'est ça. C'est clair. Et c'est pour ça que tu as bougé, que tu as été chercher, que tu as trouvé aussi, tu as écouté cette voix de ton ancien chef qui te disait cette phrase-là, et que tu as fait le choix d'aller dans ce restaurant-là. Ouais. Ce restaurant-là, qu'est-ce qui t'a apporté au-delà justement de l'expérience ? C'est apprendre à gérer une cuisine, apprendre à gérer des apprentis, la relation aussi avec les clients, parce que c'est un restaurant où moi, en tant que cuisinier, j'avais la possibilité aussi d'aller servir les clients qui étaient ravis d'échanger avec eux. C'est faire ses menus, commencer à
Tu construisais justement ton panel un petit peu de compétences et t'appliquais aussi ton savoir-faire que tu avais pu acquérir aussi avant. C'est ça, ouais. Et puis, il y a toujours des idées qui se croisent. Tiens, ce week-end, on ferait bien ça. Pourquoi pas on ferait ça? Enfin, voilà, c'est... Et après, qu'est-ce qui se passe pour toi? Parce que tu restes 7 ans avec lui. Oui. Qu'est-ce qui te pousse à partir? C'est vrai qu'au bout de 7 ans, il y a quand même une routine qui s'installe. Enfin, 7 ans, moi, c'était mon record. Mon record en entreprise. Et les enfants arrivent. Et puis, je me rends compte que le week-end, je suis pas forcément présent. Et je me dis, et dans mon entourage, il commence à y avoir des gens qui me parlent de la restauration scolaire et ils me disent, et c'est là, comme ça, l'idée s'est un petit peu installée. Puis, donc, je décide, sans rien avoir, de partir quand même, parce qu'il fallait que je passe à autre chose. Et je postule à la mairie de Bressuire. Et je tombe sur quelqu'un, la responsable de la restauration, c'est le service scolaire dans les mairies, qui s'occupe de recruter les cuisiniers. Et il manquait quelqu'un, donc du coup, elle m'a fait confiance pour 6 mois. Et puis là, j'ai découvert ce métier comme ça, ouais. Là, tu pars vers un autre métier, mais tu as dit une phrase forte aussi tout à l'heure, à l'instant, c'est que les enfants arrivent et que tu n'avais plus le temps justement à consacrer à la famille c'est ça. Et que tu as pris cette décision-là de pouvoir partir. Mais qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui te permet de prendre conscience de ça et ensuite de prendre la décision de peut-être partir dans ce métier-là et aller peut-être un peu plus vers l'inconnu, entre guillemets? C'est ça. Des fois, on prend des décisions comme ça. C'est peut-être le hasard, je sais pas, ou la situation présente qui le veut. Mais non, je me souviens plus trop. Mais ouais, j'ai pris le risque. J'ai pris le risque et je passe 6 mois là. Et puis après, je tombe sur une offre au lycée de la ville. Et là, je fais un entretien, je suis pris. Et puis là, je découvre. Alors, je voulais pas aller en restauration scolaire pour servir des lasagnes surgelées. Parce que c'est souvent l'image qu'on en a. Et même moi, à l'époque, j'en avais cette image-là, en tout cas. Parce que j'ai pas une grosse expérience de la restauration scolaire en tant que consommateur. Donc voilà. Et là, je me rends compte qu'en fait, ça cuisine à la cantine, quoi. Et que, on s'éclate, en fait. Et c'est quoi, justement, cette réalité-là? Parce que c'est bien qu'on aborde ça, parce que, effectivement, comme dans beaucoup de métiers, on a parfois des idées préconçues sur les métiers. Parce qu'on n'a pas forcément le nez dedans, on n'a pas forcément la vision dedans. Mais on préjuge quand même par rapport à ce qu'on voit. C'est ça, par rapport à nos souvenirs, par rapport à... Oui. Exactement. Toi, quand tu arrives dans ce métier-là, c'est quoi la réalité de ce métier que tu fais en plus aujourd'hui encore? La réalité, c'est que on se lève très tôt déjà. C'est quelque chose dont j'avais pas forcément l'habitude. En restauration traditionnelle, là, on commence vers 7h30, 8h, on va dire. On finit un peu plus tard. Mais en restauration scolaire, la réalité, c'est qu'on se lève à 4-5 heures du matin. Et dès 5h30, 6h, on allume les fourneaux. Ah ouais. Donc, c'est ça la réalité du métier. C'est en fait, les gens pensent que c'est un métier différent, mais en fait, c'est le même métier, sauf que c'est pas les mêmes horaires. Les contraintes sont différentes parce que c'est des contraintes de quantité et c'est plus poussé. C'est même plus poussé au niveau de du respect de la qualité, de la traçabilité. Il y a un côté hygiène et sécurité que moi, j'avais pas forcément connu dans la restauration traditionnelle, mais maintenant qui se développe beaucoup. Mais sinon, c'est le même métier. On épluche des légumes, on cuisine la viande, on fait des desserts, voilà. Et puis, on propose aussi des choses simples, des fruits.
oui, si on fait des haricots verts, ils vont être plutôt surgelés parce qu'on peut pas équeuter des haricots verts à la cantine. On est désolé. Mais c'est ça la réalité du métier, c'est qu'on arrive à faire très bien à manger en grosse quantité. Voilà, tout simplement. Ouais. Et ça demande une certaine organisation. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une organisation, c'est la prévision de repas sur 3-4 semaines. C'est respecter la saisonnalité. C'est essayer de faire travailler avec des producteurs locaux, quand on peut, en tout cas français. Voilà, c'est tout ça. Et quand tu prends conscience de ce métier, justement, les horaires, c'est différent de la restauration que tu faisais avant. Parce que là, en l'occurrence, à la cantine, tu n'as qu'un seul service, c'est celui... Alors, ça dépend. Il peut y avoir dans beaucoup d'établissements. Alors, collège, ça va plus être le midi. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a le primaire, maternelle, c'est souvent que le midi aussi. Mais après, quand on arrive en lycée, les lycées qui sont un peu excentrés ou des lycées un petit peu provinciaux, il y a souvent des internats, donc un petit déjeuner et un repas du soir. Ah oui. Donc ça s'étale toute la journée. Après, il y a des roulements qui se font. Voilà, il y en a certains qui travaillent le soir, d'autres le matin, et puis ça se fait comme ça. Et qu'est-ce que tu découvres alors dans ce métier-là, en dehors de la cuisine, parce que tu es au contact des élèves? Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu découvres alors? Je découvre justement le service. Le service, le coup de feu avec les élèves qui passent et on leur sert les plats comme ça. Et ça, je découvre ça et déjà, j'avais ce contact avec la clientèle dans ce restaurant-là. Et là, je redécouvre ça, mais avec des élèves. Et c'est marrant, on voit passer les enfants des collègues qui grandissent. Ouais. Et puis après, on voit nos propres enfants arriver aussi. C'est vrai. Ouais. Et c'est... alors, on n'a pas le temps de parler avec tous les élèves, mais il y a toujours un sourire, un bonjour, un bon appétit, une écoute et voilà, et c'est l'occasion de voir leur ressenti, tout ça. C'est vraiment, c'est un de mes moments préférés pendant une journée, c'est le service. Et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là pendant le service? C'est que tu as ces regards, ces sourires, parfois il y a des déceptions aussi. Il y a toujours des déceptions. C'était pas ça que je pensais manger ce midi. C'est ça, parce que des fois on peut changer en fonction des arrivages ou des problèmes de livraison, ou il peut arriver des tuiles, comme on dit. Donc faut qu'on s'adapte. Des fois ça change. C'est pas ce qui était prévu. Non, c'est pas ce qui était prévu, mais en général ça se passe très bien. Ça se passe très bien, et ce moment et je me souviens quand même, j'avais vu un reportage où j'étais pas encore en restauration scolaire. Il y avait un reportage sur un chef qui était dans une petite école maternelle ou primaire. Et il montrait ce contact avec les élèves et il faisait un petit trick avec son assiette là. Ça m'a... ça, je vais le faire aussi. Non, enfin, quand j'étais à la cantine, j'ai repensé à ça. Je vais refaire le trick avec l'assiette. Et du coup, c'est devenu un réflexe. Je prends une assiette, je la jongle. C'est devenu, ça y est, ton petit trick. Et ça, à chaque fois que je le fais, ça fait son petit effet. C'est rien. Retourner une assiette, c'est jongler avec 3 balles, c'est déjà plus compliqué. Mais j'ai un passé de jongleur aussi. Donc, T'as fait cirque aussi, finalement. Non, c'est que... Alors, je sais plus comment c'est venu, ça, mais... Comment c'est venu le jonglage? Je sais plus du tout, mais en tout cas, quand j'étais petit, j'ai eu un diabolo dans les mains. Et à l'époque, dans les cours de récré, c'est un objet qui était là, quoi. Et le diabolo, j'ai des souvenirs avec le diabolo, j'en ai toujours un chez moi. Mais le diabolo, tu faisais des trucs de fou avec le diabolo. Et j'étais toujours impressionné de voir les gens qui faisaient ça. Et après, on s'est retrouvés, mes enfants étaient en crèche, et avec un autre papa. On faisait des petits spectacles de jonglage, donc on s'était mis au massue, on s'était mis au bal, on faisait des spectacles de jonglage pour les gamins. C'est fou. Parce que oui, effectivement, moi c'est toujours des choses qui m'ont impressionné, que ce soit les jongleurs, les diabolos, un peu
tous ces instruments qui étaient utilisés, lancés un petit peu partout. Moi, j'ai essayé, j'y arrivais pas. Tous emmêlés, mais... Bon, après, jongler à 3 balles, c'est accessible à tous, je pense. C'est juste de... Mais 4, j'avais essayé, c'est compliqué, 4. 4, ça demande un peu plus dextérité, d'entraînement. Mais l'assiette, du coup, c'est très facile. Les gens me demandent souvent, mais tu casses jamais d'assiette? Non, j'en ai jamais cassé. Jamais. Tombée légèrement, mais elle avait pas cassé. Mais une fois que tu arrives dans ce métier, tu découvres le milieu, les enfants, tu es au contact avec les élèves, etc. D'où te vient l'idée de vouloir communiquer dessus? Parce qu'aujourd'hui, tu fais de la création de contenu sur le métier que tu fais en tant que cantinier, tu vois. Oui. C'est venu comment? C'est pas venu comme ça, du coup, parce que j'ai commencé en 2014. D'accord. Et du coup, très bonne ambiance en cuisine avec les collègues. Très bonne ambiance dans le self avec les élèves. Ouais. Et je tombe c'était juste avant Covid, en janvier. C'était quelle année? 2020? Le Covid, je sais plus. C'est 2020. C'est ça. En janvier, je tombe sur une émission, un talk show. Ça commence par un T, ça finit par un... Tu peux les dire. C'est une émission qui n'existe plus, mais TPMP. On était très... Enfin, moi, j'aime bien ces émissions-là, de toute façon. Et j'assume complètement. Non, mais c'est vrai. C'est comme les choix musicaux. On peut parler des choix musicaux après? Oui, on peut parler... On peut parler musique. On va parler musique. On va faire exactement des questions. Je note ça, Guillaume. Non, mais voilà, c'est vraiment... et là, Cyril Hanouna parle il fait un sujet sur TikTok. Alors moi, à l'époque, Instagram, je sais pas ce que c'est. Ils font des photos, à quoi ça sert? Snapchat, ça n'existait qu'à peine. YouTube, pas client du tout. Facebook, un profil avec les amis, mais vraiment que j'utilisais même pas, parce qu'à l'époque, déjà... il y a beaucoup de parents qui partageaient leurs photos de bébés et tout ça. Oui, non, ça, c'est pas mon délire. Et il parle de TikTok. Il dit, à l'époque, TikTok, ça vient de Skydance, et c'était de la synchronisation labiale, la danse. Ça se fait toujours. Hein. Mais pas du tout adapté à mon âge, en tout cas. C'est vrai, à 40 balais, tu dis pas, tiens, je vais me lancer sur TikTok et je vais faire les danses du moment. C'est vrai que c'est peu commun. Non. Mais quand même, ça a fait une étincelle. Ça a fait une étincelle, je regarde cette émission et puis il dit que ça s'ouvre à plus que justement, ça permet de réaliser des vidéos très rapidement et beaucoup de gens peuvent voir cette vidéo alors que t'as... en gros, c'est ça le discours. Je fais oh, c'est sympa. Moi, je fais du théâtre, tu vois. Je fais du théâtre et je me crée mon petit compte discrètement sur TikTok, hein, tu vois. Je suis comme ça, je découvre l'application... Je fais, mais pour être sur les réseaux sociaux, faut se trouver un pseudo. Un pseudo? Mais comment je vais m'appeler? J'avais légèrement un pseudo. C'était quoi? J'adorais le personnage de Taz. Je sais pas si vous vous souvenez de Taz. C'était un espèce de personnage de dessin animé. J'adore ce personnage. Et je fais, je vais m'appeler Kaz. K-A-Z. Oh, je m'appelle Kaz. Je fais 2-3 vidéos qui marchent pas du tout. C'est un flop. C'est un flop complet. Je comprends pas trop le délire. On m'avait pas vendu ça encore une fois. On m'avait pas vendu ça. On m'avait promis des millions. Enfin, tu vois. Et puis, du coup, je réfléchis. Je m'appelle Guillaume. Et je commence à faire des petites vidéos rigolotes. Et je m'appelle Guillaume. Ce que je fais, c'est un petit peu fou. Je vais m'appeler Guifou. Ah. Je vais m'appeler Guifou. Le compte existe toujours. Je vais vous le montrer. Je suis mort. Non, mais c'est fou. Je m'appelle Guifou. Hop, Guifou.
Voilà, il est là. Et t'as encore les vidéos dessus? Ah, il y a encore les vidéos. Alors, mais attends. Vous les montrer à la caméra parce que oui, ça c'est collector. Ça, c'est la base. Hein. Ouais. Je t'en vois bien. Incroyable. Ouais. C'est fou. T'avais quand même... Waouh. Ouais. Ah, mais un truc de fou. Hein. Un truc de fou. Ça avait bien pris, hein. Ça avait bien pris, ouais. Alors... Ne vous abonnez pas, je fais plus de vidéos. Si vous voulez aller voir les anciennes vidéos, vous allez vous marrer. Donc je faisais des petits sketchs. J'ai commencé à faire des one life dans les commerces. J'allais dans les commerces, je fais attends, j'ai 10 000 abonnés sur TikTok. Est-ce que je peux avoir un petit truc gratuit? Je prends le micro dans les grandes surfaces. Je joue avec des billets de banque chez moi. Je cuisine des billets de banque. Ça marche de fou. Ah ouais. Ouais. J'ai repensé à Gainsbourg qui brûlait les billets. Ah ouais, t'as fait des trucs totalement perchés en fait. Totalement, ouais, non, mais des trucs perchés. C'est fou. Et vu qu'on était dans les premiers boomers à faire des vidéos sur TikTok, ça a commencé à faire parler au lycée, là où j'étais. Les élèves, ils ont commencé à me suivre en fait. Oui, en plus parce qu'on te voyait. Donc, on me voyait. Et puis de fil en aiguille, à l'époque, quand tu avais un peu plus de 100 000 abonnés sur TikTok, TikTok France organisait des soirées d'influenceurs, de TikTokers. Tu vois, donc j'ai connu les premières soirées. D'influenceurs, le VIP. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. Première soirée à Paris, en plein centre de Paris, dans un espèce de lieu de gaming. Et donc, c'était une soirée TikTok France. Je sais plus comment ça s'appelait. Ouais. Et donc, il y avait les TikTokers d'un côté. Donc, on était invités, on était tous, mais il y avait les VIP. C'était les YouTubers. Oui. Mais oui. C'était les YouTubers. C'était là avant. Mais bon, maintenant, t'es YouTubeur, donc je critique pas les YouTubers. Il n'y a pas de problème. Moi aussi, je suis sur YouTube, il n'y a pas de problème. Mais les YouTubers, ils étaient VIP, fallait pas trop leur parler. Hein. Tu vois, quoique j'avais rencontré Squeezie à l'époque, très sympa. Enfin, voilà, mais ils étaient quand même VIP. Mais oui. Tout ça. Non, c'était sympa, ça a permis de rencontrer des gens, tout ça. Et dans une deuxième... donc, je continue à faire mes vidéos comme ça, Guifou, très bien. Des fois, c'était un petit peu olé olé. Mais ça passait. J'arrivais à comme ça, faire mon petit truc sur... Et puis, je me suis découvert une petite passion pour la création de vidéos. Enfin, je trouvais ça rigolo. Et puis, les gens appréciaient quand même aussi. Ouais. Et dans la deuxième soirée TikTok, je rencontre... non, c'était dans cette première soirée d'ailleurs. C'était en 2021, fin août. Donc c'était la première soirée que j'ai fait. Et un truc, je reçois l'invitation 1 ou 2 jours avant. D'accord. Par une copine. Est-ce que j'ai le lien d'invitation, t'as plus de 100 000, tu peux t'inscrire et tout. Ah ouais. Je fais, attends, c'est le 26 août. Le 27, c'est mon anniversaire. Et en plus, c'est mon jour d'embauche. Alors ça, je l'ai jamais raconté, ça. Ça, c'est collector. C'est exclusif. C'est parce que quand tu travailles à la cantine, tu commences toujours avant la rentrée. T'as la pré-rentrée ou tout ça. C'est le jeudi soir, la soirée TikTok, et le vendredi, je suis censé aller au travail. Ouais, je fais là. Non, mais tu vois, des fois, tu prends des décisions comme ça. Et je dis à ma femme, je dis à Karine, je dis... je vais à Paris, il faut absolument que j'aille à Paris. C'est une soirée TikTok, j'ai jamais fait ça de ma vie, il faut absolument que j'y aille. Je vais trouver un truc pour le travail, il n'y a pas de problème. Déjà, j'avais un passif à l'école où j'inventais des petites excuses comme ça pour un peu, tu vois, esquiver un jour où je voulais pas aller à l'école. Bref, j'ai réitéré et du coup, je participe à cette soirée, une soirée quand même incroyable. Et je rencontre Walid le Moniteur. Walid le Moniteur, c'est si tu veux l'inviter d'ailleurs. Mais oui, avec plaisir. Carrément, Walid. Quand tu regarderas cette vidéo, je te mettrai en contact. Alors, c'est quoi ton histoire? Tu viens ici. Ouais, Walid. c'est ça. Ouais, non, mais carrément, il a une histoire de fou lui aussi. Non, il a une histoire de dingue. Et Walid, c'est un des seuls pendant cette soirée qui me reconnaît. Et c'est la première fois. Parce que on faisait tous un petit peu des vidéos sur TikTok, mais quand t'as 100, 200 000 abonnés, tu restes anonyme. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et lui, il est tombé sur mes vidéos. Ouais. Et cette année-là, j'avais commencé à faire des petites vidéos à la cantine avec ce compte-là.
où je commence à montrer la cantine avec mon ton humoristique, tout ça, des vidéos très courtes, 10 secondes en général. Et il me fait, mais je te reconnais, c'est toi, Guy, c'est toi le cuisinier qui fait des vidéos à la cantine. Et c'est ce qu'il avait retenu, en fait. Il avait pas retenu mes One Life, mes trucs comme ça. Il avait retenu mes vidéos de cantine. Et très sympa. Walid, Walid le moniteur, il est moniteur d'auto-école. Donc il apprend à passer le code, les bonnes pratiques de conduite, et avec un ton hyper dynamique, un ton un petit peu décalé aussi. Et après cette rencontre, et parallèlement à ça, j'ai eu un échange avec ma proviseure qui m'a dit ouais, vos vidéos de cantine c'est super, on voit qu'il y a quelque chose, il y a un message derrière. C'est très, mais par contre avec Guy Fou, c'est pas possible. Hein. C'est juste pas possible. Hein. Ah non. Et surtout que j'avais fait une vidéo qui avait fait un petit peu scandale à l'époque. Ah oui. J'ai été tombé sur la vidéo d'une professeure, parce que les professeurs se mettaient aussi à faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Et elle était dans sa classe. Et elle a montré comme ça un billet de 10. Je jouais déjà avec des billets, si vous vous souvenez bien. Et elle fait... elle regarde la caméra et fait on va voir si les élèves me suivent. Je vais cacher ce billet de 10 sous une table de l'école et on va voir si les élèves me suivent. Quoi. Et la vidéo a cartonné, cette vidéo-là de cette prof. C'était Wonder Woman. Wonder Woman, il faudra l'éviter aussi. Wonder Woman. Ouais, voilà, alors, c'est quoi ton histoire? C'est ça. Et je reproduis, parce qu'en fait... Je reproduis cette vidéo à la cantine. Je me mets dans un coin de la cantine, je fais on va voir si les élèves me suivent. Et je colle un billet sous une table. Enfin, en tout cas, je le fais croire. Ouais. Parce que je peux pas me permettre de jouer avec de l'argent. Je peux pas faire gagner de l'argent aux élèves. Quoi. Ouais. Donc, du coup, un peu fake. Face cam, je colle quand même le billet. Après, je l'enlève. Et les élèves, je crois que la vidéo a fait... C'est parti en partage. Je l'ai posté à 10h et tous les élèves à la cantine cherchent le billet de 10. Quoi. Et là, scandale au lycée. Le cuisinier fait gagner de l'argent aux élèves. Ah oui. Et oui. Et donc, cette vidéo a déclenché quelques heures. Et c'est à partir de ce moment-là où on est venu me voir. C'est super tes vidéos. Bon, le billet de 10, c'était drôle. Bon, faudra pas recommencer, quoi. C'est vous, parce que t'es tombé dans un établissement où ils étaient quand même relativement réceptifs. Ouais. Oui, très réceptifs. Très réceptifs, parce que mes vidéos, il y avait toujours un message derrière. Et donc, ça passait. Ça passait parce que c'était bon enfant. Je faisais attention au droit à l'image, pas filmer l'école et qui voulait pas l'être, les élèves encore moins. Là, je le fais maintenant parce que j'ai des autorisations, donc voilà, c'est cool. Mais j'ai toujours été respectueux de tout ça, de pas troubler l'ordre du service, très important. Bien sûr. Faire son taf en fait. Bien sûr. Et j'arrivais à lier les deux. Bon, et la proviseure m'a dit mais faut vraiment créer un compte. Enfin, si vous voulez continuer, pas Guy Fou, c'est plus possible. Guy Fou, c'est mort. Non, mais j'aime bien. Et je rencontre Walid le moniteur et en début septembre, à la rentrée, je décide de créer le compte Guillaume le cantinier. Ah, c'est fou. C'est ça. Et à partir de là, tu te mets à faire. Je reposte. En fait, je repars de zéro. Il faut bien se dire que j'étais à presque 300 000 abonnés. Parce que là, quand un compte est inactif, en fait, les gens se désabonnent, ce qui est complètement normal. Je veux dire, il n'y a pas de... Et là, je repars à zéro, quoi. Après 2 ans. Ouais. Ça doit être... un an et demi, repartir à zéro. Donc là, je joue la facilité. Je reprends toutes mes vidéos de l'ancien compte et je les reposte sur ce compte-là. Tout en produisant quelques nouvelles vidéos. De temps en temps. Et ça explose. Je filme une raclette sur du Kungs au mois d'octobre. 20 secondes. La vidéo fait le tour du... Enfin, tout le monde en parle, quoi. La raclette à la cantine. Wow. Et il y a même des élèves en France, je sais plus où ça, qui font une pétition parce qu'ils veulent une raclette à la cantine. Et là, la région, mon employeur, la région commence à
à s'intéresser. Ce serait pas mal. On a un questionnaire à faire remplir par les élèves de satisfaction. Est-ce que vous pourriez faire passer un message sur vos réseaux, tout ça. Après, il y a Convini qui m'appelle. Ouais, ce serait pas mal. On aimerait bien vous suivre à la cantine. Et puis, de fil en aiguille, ça... Tu montes. Et puis là, on a atteint le haut de l'échelle. On est avec Dourcia. C'est quoi ton histoire? Là, je pourrais pas faire mieux. Là. Je vous le dis. On espère en tout cas qu'on va arriver à quelque part là. Ouais. Donc voilà, c'est ça mon histoire. Ouais, magnifique. Ouais. Et puis après, les médias. En fait, c'est pas forcément. On critique souvent les médias où des fois c'est critiquable, des fois ça ne l'est pas. Mais aussi c'est grâce à eux qu'on a de la visibilité en tant qu'influenceur ou créateur de contenu, quoi. Sans les médias, si on n'est pas relayé par les médias à un moment donné, à moins d'être un génie ou de faire le buzz H24 avec des vidéos. Quand on a des métiers comme ça, un petit peu de niche, si on n'est pas relayé par des médias, on est, enfin en tout cas au début, c'est ce qui nous aide en tout cas à développer et à faire passer des messages, tout ça. Ouais. Et justement, toi, qu'est-ce que tu veux apporter avec la création de contenu que tu fais sur les réseaux sociaux par rapport à ton métier? Alors au départ, c'était vraiment comme ça, quoi. C'était vraiment, j'avais pas de... Mais quand même, quand j'ai eu les premiers commentaires, les gens s'intéressaient vraiment aux coulisses. Et les messages principaux, c'est à la cantine, il y a des cuisiniers. À la cantine, on mange bien. Et il y avait des messages, je fais passer aussi des messages sur l'environnement, sur le développement durable, sur la saisonnalité, sur des recettes maison, sur le gaspillage alimentaire, sur le tri sélectif, sur tous ces aspects. Après, je rigole sur les doubles desserts. C'est des choses un peu plus légères. Ouais. Mais il y a toujours un message. C'est ça. Ouais. Totalement. Et parce que là, même avec Gifu, tu es arrivé à près de 300 000 abonnés. Aujourd'hui, pareil. Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé? Et surtout, à un moment donné, est-ce que tu t'es demandé ce que les gens allaient penser, qui allaient te voir, les gens que tu connaissais, qui allaient te voir sur les réseaux sociaux, le regard des gens, justement. En fait, la question, c'est vraiment ça. C'est où est-ce que tu mettais ton appréhension, la pensée que tu pouvais avoir par rapport au regard? J'ai jamais eu d'appréhension. Et je crois que ça vient du théâtre, en fait. Parce que ce qui est très dangereux, en fait, très dangereux, en tout cas, ça doit l'être pour certains. Mais c'est ce qui peut être très dangereux quand on partage des contenus sur les réseaux sociaux, c'est la critique. Ouais. Autant on peut être adulé par certains, autant on peut être détesté. De toute façon, quoi qu'on fasse, on sera détesté à un moment donné par une certaine catégorie de personnes. On n'y peut rien, c'est comme ça. C'est ça c'est le théâtre, ça on a du recul en fait, parce que dans un public qui vient te voir au théâtre, il y aura toujours des gens qui aimeront plus ou moins ce que tu fais, même si tu donnes de ta personne, même si les gens rigolent à côté, il y aura toujours des gens qui sont un peu moins réceptifs en fait, et voilà, c'est comme ça, c'est comme dans la vie de tous les jours. Totalement. Voilà, j'ai des collègues, j'ai certains de mes collègues qui à un moment donné me détestaient pour ce que je faisais. Et c'est la même chose, dans la vie et sur les réseaux. Et comment tu vis ça quand tu vois parfois des retours de vis-à-vis, de visu, et parfois sur les commentaires qui sont justement très intenses négativement. Comment tu le vis toi? Ah bien. Ouais. Ah ouais, bien, complètement, moi. Non, mais alors là, j'ai aucun souci avec ça. C'est vraiment, il faut vraiment... de toute façon, quand on commence, quand on décide à un moment donné, on prend une décision de partager des vidéos, des images qui vont être vues par des milliers de personnes, il faut se dire que de toute façon, il y aura des retours qui seront mauvais, quoi qu'il arrive. Et si on se dit pas ça, faut pas le faire. Parce que ça peut très mal, si je sais pas, moi je les squeeze, voilà, c'est tout. C'est le seul moyen, c'est soit je les masque, soit
au départ, on a tendance, même quand on le sait, on a tendance à vouloir répondre. Ouais. Mais il vaut mieux répondre aux bons commentaires, aux commentaires bienveillants, plutôt que de répondre aux commentaires qui sont un petit peu moins... Ouais. Et j'ai rarement... Alors ça, c'est marrant, hein, parce que j'ai rarement croisé dans la rue des gens qui me disaient ça, quoi, tu vois. Ouais. Oui, hein, bah oui. Autant des gens qui me reconnaissent dans la rue... bon, j'en ai quelques-unes, et c'est marrant, tu vois, ça arrive dans... J'étais à la gare d'Angers hier, et j'ai une dame qui arrive à côté de moi. Elle fait « Excusez-moi. Oui, bonjour. Vous êtes Guillaume ?» Oui, le cantinier. Ah, j'adore ce que vous faites. J'adore. Je suis en plus, je suis diététicienne et je regarde vos vidéos. C'est super intéressant ce que vous faites sur la restauration scolaire, redorer les métiers, tout ça. On a discuté 5-10 minutes avant de prendre le train et c'est des rencontres qui sont sympas. Et à contrario, je vais pas avoir quelqu'un qui va me taper dans l'épaule. Ah, c'est toi, Guillaume. Vraiment, ton contenu à chier. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Tu les vois jamais. Hein. Ouais, ils sont cachés derrière leur écran. Donc bon, voilà quoi. Mais c'est bien. Tu semblais quand même être déjà un petit peu préparé à ça. Oui, en tout cas, tu t'étais préparé peut-être mentalement avant de te lancer sur les réseaux sociaux et. Bah ça, c'est venu naturellement. Et puis ça déjà, c'était là avec Guifou. Oui. Donc, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Le vieux qui fait des vidéos sur TikTok, ça va 5 minutes, là. J'ai hâte d'aller voir les vidéos de Guifou. Là, je t'assure. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Je viens me préparer mentalement avant, mais je vais y aller. On arrive à la fin, là. Aujourd'hui, quand tu regardes justement ce parcours, qu'est-ce que tu penses de la personne que tu es devenue ? J'ai pas forcément je sais pas, en fait, c'est venu tellement naturel. Enfin, c'est venu comme ça au fur et à mesure. Et du coup, ça m'a amené à. On parlait de rencontres. Et c'est vrai que faire tout ça, ça amène des rencontres. Et c'est ce qui me fait évoluer aussi au fur et à mesure, c'est de rencontrer des gens pas forcément de mon milieu, tu vois. Qui aurait dit que j'aurais parler cantine avec comment on peut t'appeler un chercheur un chercheur en neurosciences. Je croyais que j'allais me faire décortiquer le cerveau. C'est ce qui va se passer après, Guillaume. Non, mais voilà, c'est ça. Et ouais, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est faire des rencontres et pouvoir avoir l'opportunité de partager ces beaux métiers de la restauration. Et puis ça amène aussi il y a un lien aussi qui se fait avec, on parlait tout à l'heure de la restauration un peu plus haut de gamme, un peu plus... Voilà, il y a des contacts qui se nouent aussi. Il y a des ponts qui se font via des concours, via des rencontres et des événements. Donc voilà, c'est sympa que les gens s'intéressent aux autres parce que c'est la restauration, la cuisine, c'est gigantesque. Et nous, on n'est qu'une petite partie, mais cette petite partie, on nourrit des millions de personnes, des millions d'enfants chaque jour. C'est vrai. Et voilà, le fait de partager tous ces beaux métiers sur les réseaux, c'est une fierté, ouais. Totalement. Et si l'enfant que t'étais, qui se cherchait un petit peu au début, qui a fait plusieurs métiers, qui a essayé aussi plusieurs environnements, te voyait aujourd'hui, quel message il t'adresserait ? Il me dirait, franchement, c'est pas mal ce que tu fais là. C'est pas mal. Tu m'aurais promis ça enfant. Ouais, j'aurais été encore à 100%, peut-être plus, ou j'aurais peut-être été plus loin, j'en sais rien. J'aurais peut-être commencé plus tôt aussi, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Plutôt fier, ouais. Ouais, c'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu lui dirais à cet enfant ? Je dirais, je crois que t'as fait. En fait, on a toujours des choix à faire dans la vie. Partir à gauche ou à droite ou tout droit. Et il y a des instants, je sais pas, peut-être à l'instant T, tu pars à gauche et puis 5 minutes après, tu pars à droite. Ouais. Et du coup, on sait pas pourquoi, mais faut suivre ta voie et suivre ton intuition, quoi, tout simplement. C'est peut-être ça. Et je lui dirais peut-être, en fait, t'aurais peut-être dû monter à Paris, faire acteur, mon pote, là. Ou comédien. Ouais, carrément. Carrément, non, mais ça, c'est pour ça que je fais aussi du théâtre, mais
Ouais, je me serais bien vu dans ces métiers-là aussi. Ouais, le ciné, tout ça, la création de vidéos, tout ça, c'est un rapport aussi. Moi, je suis fan de ciné, je suis un grand cinéphile. J'aime lire aussi. Donc, c'est un monde qui m'aurait... Et je lui aurais dit, peut-être que tu aurais pu aussi tenter ta chance dans ce milieu-là. Ouais. Sait-on jamais? Oui, sait-on jamais, oui. Oui, on sait pas. On sait pas. Ouais. Dernière question pour toi, Guillaume. Aujourd'hui, si je t'enlève le métier que tu fais, le statut que tu as aujourd'hui, je t'enlève les réseaux sociaux. Ouais. Qui es-tu? Je suis un père de famille heureux. Et je suis un cuisinier qui aime son métier. Et voilà, franchement, c'est ça que je serais. Ouais. Tout simplement. Si tu pouvais laisser un message à travers ce micro qu'il y a devant toi, qui touche toute la planète, toute l'humanité, quel serait le message que tu adresserais? Ah, je bloque. Pour toute la planète? Oh, la pression. On n'a pas parlé de Singapour, d'ailleurs. Dernière anecdote. Ouais. Cette gourde est culte. Je suis intervenu quand je dis ça, je fais mais pourquoi quoi? International French School of Singapour, le lycée français de Singapour. Waouh. Je fais qu'est-ce que j'ai été faire là-bas quoi? Et qu'est-ce que tu as été faire là-bas? Une semaine anti-gaspi. J'ai monté une semaine anti-gaspi au lycée de Singapour dans le cadre du développement durable là-bas. Wow. Une professeure de SVT qui organise ça chaque année. Et donc, on a sensibilisé les élèves, on a mis en place un frigo de troc, on a fait des pesées et tout. Ouais, c'était juste incroyable. Et c'était à quel moment de ton parcours ça? C'était l'année dernière, c'est très récent. Très récent, c'était en 2025. Magnifique. Et si j'ai un message à passer à la planète, ou aux gens, aux humains. Aux humains. Ah ouais, aux humains. Aux humains. Carpe diem. Je sais que c'est très basique. Mais c'est un peu aussi ce qui résume ma vie, c'est profite de l'instant présent. Je suis assez fan du Cercle des poètes disparus. Je l'ai vu plusieurs fois. Et carpe diem, ouais. Profite de l'instant présent et voilà, fais tes propres choix, quoi. J'adore également cette phrase, carpe diem. Carpe et diem. d'ailleurs, on a parlé de tatouage avec mon épouse. Je sais pas, c'est à la mode les tatouages. Et moi, je suis pas très tatouage, je veux pas forcément faire un tatouage. On est dans un salon de tatouage, je veux un tatoueur. Je fais, j'aimerais bien faire un carpe diem. Elle fait non, on fait plus ça. Ah oui? Je fais comment ça, vous faites plus ça? Elle fait non, on l'a trop fait, du coup on le fait pas. Ah ouais? Je fais, mais c'est aussi genre, non, mais c'est un tatoueur qui est un peu, faut raconter son histoire, faut que le tatouage soit dans les émotions de l'histoire, tout ça. Carpe diem, non. Il voulait plus faire carpe diem. Mais c'est dans mon histoire, je fais carpe diem. Donc du coup, je fais pas de tatouage. Mais si vous êtes tatoueur et que vous permettez carpe diem, c'est ancré ici quand même. C'est ancré ici, ouais. Totalement, parce qu'on le voit aussi. Ouais, faut profiter de l'instant présent, des occasions qui nous sont offertes et la vie est trop courte. Donc voilà. Même s'il y a des choses. Et puis un autre message, c'est faut pas. J'avais cette phrase, j'adore. C'est vaut mieux avoir des regrets que des remords. C'est-à-dire vaut mieux regretter d'avoir fait quelque chose plutôt que d'avoir eu le remords de ne pas l'avoir fait. Totalement. Réfléchissez bien à ça. À réfléchir. À réfléchir. Méditer. Mais pas d'abus. Hein. Ouais. Merci beaucoup, Guillaume, pour cet échange. De rien, Durcia. Très riche. Avec plaisir. Et je suis très content d'avoir, comme ça, appris non seulement à comprendre ton métier, mais aussi à comprendre l'humain que tu es derrière ce métier, ce qui t'a amené là, le parcours, la trajectoire que tu as eu. Donc, j'ai hâte que l'épisode sorte. Et il sort quand, du coup? Il va sortir maximum dans une semaine. Dans une semaine, exactement. La rapidité de la production. Ah, mais totalement. T'as vu ça? Donc, quand vous écoutez ça, c'est que ça fait une semaine. Ça fait déjà. Exactement. Et du coup, Durcia, qu'est-ce qu'on dit? Alors, qu'est-ce qu'on dit pour la fin? On se fait un clap. Bon appétit, zéro gaspille. Ah, excellent. Vas-y, on la refait ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on dit, Durcia? Bon appétit, zéro gaspille. Allez, pas synchro, mais c'est pas grave.